Voilà, bonjour à tous. J'aurais bien voulu être là, c'était pas possible pour moi. Euh, Peut-être, comme vous n'êtes pas très nombreux, je sais pas qui dans le groupe ici, peut-être pour avoir un peu une idée de qui est. Est-ce qu'il y a des. Est-ce que vous vous distinguez par des secteurs? Est-ce qu'on sait un peu me présenter qui est sur le terrain, par exemple, dans la salle? Ok. Qui fait des enquêtes et écrit des articles? Ok. Ouais, donc Ok. plus ou moins, ouais, une petite moitié Moitié-moitié. sur le terrain. C'est ça, ok, super. Et qui sait ce que c'est ce qui nous arrive? Et- Ah, 10 sur 10. Super, mais comme ça, je vais pouvoir raconter. Désolé si c'est redondant pour vous, du coup, pour monsieur qui est déjà un public averti. Mais donc, je me présente, Céline Nieuwenhuis de la Fédération des services sociaux. Je suis assistante sociale et sociologue de formation. Et peut-être, ouais, vous expliquer que comment est née en fait à un moment donné notre envie d'allier les différentes thématiques dans nos réflexions et nos actions. Donc peut-être dire que pendant la crise sanitaire, le constat qu'on a pu faire, c'est à quel point les acteurs du non-marchand étaient peu préparés, qui est des acteurs du non-marchand, social, santé, éducation permanente, éducation populaire, culture. On était tous très peu préparés et en tout cas, une partie des acteurs s'est beaucoup essoufflée sur le terrain avec les gens dans les quartiers comme ils ont pu et une autre partie s'est retrouvée un peu figée à ne pas savoir toujours quoi faire, comment agir et quel sens donner à son action. On sait qu'une partie de l'éducation permanente a été un peu mise à l'arrêt et et que pendant cette crise ou après cette crise, on s'est dit que, étant donné que les crises vont se succéder, la question c'est comment est-ce qu'on peut mieux se préparer pour les prochaines fois à l'échelle des territoires et peut-être aussi dans notre vision, la manière dont on peut partager des repères communs. Euh, je, je pense d'ailleurs qu'Olivier Hamon est venu hier soir et donc qu'il vous a parlé de robustesse. Euh, et donc, en fait, au sortir de la crise sanitaire, en septembre 2022, on a invité au Hall de Scarbeck les travailleurs du social, de la santé, de l'éducation permanente populaire. On a aussi essayé de toucher les acteurs de l'environnement, d'ailleurs. Et il y a 300-400 travailleurs qui ont répondu à l'appel. Et pendant 2 jours, on a écouté des personnes qui nous semblaient inspirantes pour se donner des nouveaux repères. Il y avait Fatima Wassak, par exemple, sur l'écologie populaire. Il y avait Olivier Hamon sur la robustesse. Thomas Coutreau sur la question du sens au travail. André Area sur les inégalités de santé. Il y avait comme ça une dizaine de personnes qui sont venues converser, parce que l'idée c'était vraiment la conversation entre les travailleurs de terrain, donc ceux qui connaissent très bien les publics les plus fragiles et qui quelque part savent ce qu'on ne veut plus, hein, parce que on a vu aussi pendant la crise sanitaire comme les publics les plus fragiles ont été très affectés par la crise sanitaire et par toutes les crises d'ailleurs démocratiques, énergétiques. Et donc l'idée c'était de dire aussi on sait ce qu'on ne veut plus, mais la question c'est qu'est-ce qu'on veut en fait. C'est quelle est la vision qu'on défend, pas simplement théorique, mais aussi dans nos pratiques pour demain, étant donné qu'on a vu aussi pendant la crise sanitaire que le gouvernement n'allait pas être notre réponse à tout, qu'il était plutôt en retard qu'en avance. En retard, je veux dire, à valider éventuellement des propositions qui venaient du terrain. Je vais essayer de couper mes mails, mais je ne sais pas comment on fait, c'est pas grave. Et donc, l'idée, c'était de dire, en fait, il faut qu'on... Attendez, je coupe juste mes mails, voilà. Il faut qu'on se prépare entre nous parce que personne ne va nous dire ce qu'on doit faire. Et que revendiquer, faire des mémorandums, aller dire au-dessus, etc., nous semblait après la crise sanitaire peut-être un peu moins essentiel que ce que ça nous semblait avant. Parce qu'on a vu de tout près pendant la crise sanitaire comment nos décideurs, en fait, même quand ils savent, même quand on leur dit, etc., vu le contexte politique en Belgique, même en Europe, sont à un niveau de gouvernabilité et de capacité à agir
sur les fragilités de notre monde. Quand je dis fragilité, c'est vraiment les humains et les non-humains. Je dis souvent qu'il y a le même mépris pour ceux qui soignent les humains que pour ceux qui soignent la planète, en tout cas le même mépris politique. Euh, on est en fait tout à fait dans le même bateau et que donc, comme les réponses n'allaient pas venir d'au-dessus, comment est-ce qu'on pouvait mieux s'organiser pour s'offrir des réponses à nous-mêmes? On a en Belgique, je dis souvent, quand même une force extraordinaire qui est l'associatif. Il y a beaucoup de pays où ça n'existe plus, où ça n'existe pas, soit de plus, soit de pas. Et donc, on a des centaines de milliers de travailleurs de terrain sur les territoires qui connaissent bien les publics fragilisés et qui savent les balises à mettre pour que chaque crise ne vienne pas encore fragiliser des publics déjà fragilisés. Euh, et donc voilà, ça c'était le pitch de départ quelque part. Et donc c'est de partir de ce qui nous arrive pour se préparer à demain. Et donc on a rassemblé ces acteurs, on a écouté tous ces auteurs ou ces gens qui sont à la fois ceux qui pensent le monde de demain, qui est devenu le monde d'aujourd'hui. On s'est inspiré et puis au terme en fait des 2 journées, avec les acteurs de terrain, on s'est accordé sur ce qui nous semblait prioritaire pour nous, nos 3 combats prioritaires dans l'immédiat. Euh, et en fait, il y a 3 choses qui sont ressorties. La première, c'était celle de, en fait, de récupérer des guichets physiques. On sait à quel point les travailleurs sociaux, principalement, sont inondés de demandes de personnes qui ne parviennent plus à faire leurs démarches eux-mêmes à cause de la numérisation des services publics. Donc, notre premier combat était le combat pour tenter de remettre de l'humain dans les institutions publiques. Comme je dis souvent, nous, dans l'associatif, on a une obligation dans notre décret d'être ouvert à toute personne qui passe la porte 20 heures semaine et d'accueillir toutes ces personnes pour les problématiques qu'elles ont. Mais on s'est dit que peut-être que si l'associatif avait cette obligation, les pouvoirs publics, même les communes, hein, parce que je pense que en milieu rural, ça se passe un peu différemment, mais à Bruxelles, il y a des communes où on ne sait plus passer la porte sans avoir généré un QR code, ce qui génère. Donc, ça veut dire que les services sociaux associatifs à côté des communes doivent aider les personnes à prendre rendez-vous à la commune qui est juste à côté. Donc, le système tourne complètement fou. Euh, et donc ça, c'était notre premier combat, celui du numérique. Un autre combat, c'était celui du statut cohabitant. Donc, vous savez que les personnes qui décident de vivre de manière plus solidaire et plus écologique, du coup aussi, sont sanctionnées sur une série d'aides et de montants dans les aides. Et donc là, il y a 2 associations, le MOC et PAC, qui ont poursuivi avec cette revendication-là. Nous avons travaillé beaucoup avec les réécrire sur la revendication autour du numérique et on continue à le faire. Et puis il y avait une autre recommandation qui était celle en fait, avoir du temps pour autre chose que de l'administratif avec les gens, du temps pour s'inspirer, du temps pour réfléchir et avoir ce temps inscrit dans le temps de travail des travailleurs de terrain, surtout ceux qui sont en première ligne, parce qu'en fait, le fait de ne pas pouvoir prendre du recul régulièrement fait que, comme je dis souvent, à un moment donné, on vrille quelque part, ça veut dire que la charge est telle, en fait, que la qualité de l'accueil, la qualité de l'écoute, la capacité à comprendre les enjeux dans lesquels on joue, pourquoi est-ce qu'on est là à ce moment-là, pourquoi est-ce que les gens viennent avec autant de problématiques. Il y a quand même, par exemple, dans les CPS, une vraie difficulté d'accorder du temps de réflexion, ce qui engendre ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie de travailleurs qui postulent dans les CPS, et même le métier de travailleur social est aujourd'hui reconnu en pénurie en Wallonie. Donc, on voit qu'un métier du soin, enfin, les métiers du soin, parce qu'on n'est pas les seuls, hein, les aides-soignants, les infirmiers, les infirmières, en fait, tous les métiers du soin sont aujourd'hui, pour la plupart, reconnus en pénurie parce que, en fait, les travailleurs et les travailleuses ne sont plus en capacité, ne sont plus dans des conditions pour offrir du soin. J'y reviendrai parce que c'est pour moi un élément très, très important dans l'analyse de ce qui nous arrive. Et donc voilà pour les 3 recommandations, le statut cohabitant, le numérique, donc les guichets physiques et la question de récupération du temps. Et donc on est parti en fait avec ces 3 recommandations, mais l'idée c'était aussi de pouvoir dire, eh bien en fait avec toute cette force
associative qui est là et qui aujourd'hui est contrainte par des décrets, etc., mais n'est pas contrainte au point qu'il n'y a plus aucun pouvoir d'initiative et de créativité. Comment est-ce qu'on peut, à l'échelle des territoires, solidariser les enjeux du social, de la santé, de l'éducation populaire, de l'environnement, etc. Et donc, on est parti avec cette question-là et on a continué à avancer avec ça. Donc, je dirais que pendant de septembre 2023 à septembre 2020, non, de septembre 2022 à septembre 2023, on a continué à organiser des rencontres pour approfondir une série de questions, entre autres avec Fatima Wassak, entre autres avec Olivier Hamon, qui est revenu une deuxième fois autour du combat du numérique qu'on faisait à Bruxelles parce qu'un ministre s'apprêtait, d'ailleurs cette loi a maintenant été votée, une ordonnance pour accélérer la numérisation des services publics. C'est impressionnant, après une crise comme celle qu'on a eue, on est face à une crise sociale et à une crise démocratique, à une crise écologique, et on vote des ordonnances et des lois qui vont à l'encontre de ces trois crises. C'est magnifique. Et donc, on a fait venir Olivier Hamon pour éclairer un peu le combat des travailleurs de terrain. Et on a aussi, autour de cette question du numérique, justement, essayé d'allier les acteurs de l'environnement et du climat, vu que c'est une question éminemment climatique. Et on pourra en reparler aussi, mais nous avons été quand même étonnés de la difficulté d'embarquer des acteurs de l'environnement sur une question comme celle-là, en tout cas dans nos actions de terrain et dans nos mobilisations. Alors que je trouvais que nous trouvions que l'opportunité était là immense d'avoir une question qui est vraiment très, très, qui creuse la crise sociale, mais qui creuse aussi la crise environnementale et qui creuse aussi la crise démocratique, étant donné qu'on sait le lien très, très étroit entre l'incapacité de rentrer en contact avec les services publics et le sentiment de ne pas compter dans nos démocraties. Donc, ça me permet de faire un petit aparté peut-être maintenant, et après, j'en viendrai à ce qu'on a mis en place en octobre 2023. Peut-être dire que ce qui était aussi à l'origine de nos questions, c'était en fait après avoir beaucoup travaillé autour des inégalités de santé pendant la crise du Covid, euh, il y avait une chercheuse française, Nathalie Bajos, qui est spécialisée en inégalités de santé, qui était venue nous raconter le lien éminemment étroit entre la non-vaccination dans les quartiers les plus fragiles, avec les gens les plus fragilisés en termes de santé, et la crise démocratique. Alors, peu importe qu'on soit pour ou contre la vaccination, là n'est pas la question. La question, c'est de comprendre en fait comment aujourd'hui le fait. Alors, il y a évidemment plutôt comment dire, les élites écologistes qui ont un point de vue sur la vaccination très très construit, etc., et qui décident de pas se vacciner. Je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle dans les quartiers précaires une revendication politique qui passe à travers la non-vaccination en disant, écoutez, ça fait des années que le gouvernement, l'État, ne s'intéresse pas à ce que moi je vis, à mes difficultés, aux rats dans mes logements sociaux, aux problèmes de dentition, au diabète de ma mère, etc., etc. Et donc maintenant que le gouvernement vient me demander de m'occuper de ces préoccupations, ma manière de lui dire que j'ai été méprisée et que je le méprise à mon tour, c'est de ne pas me vacciner. Alors, c'est pas un problème quand on vit en bonne santé, qu'on a un jardin, une maison, peut-être 4 façades, etc., et qu'on mange très très bien et qu'on n'a pas de problème de diabète et de, et d'hypertension. Mais il faut savoir qu'en Belgique, il y a quand même plus d'1 million de personnes qui ont de l'hypertension, mais qui l'ignorent. Et donc, ça a créé des situations catastrophiques dans certaines communautés, dans certains quartiers, dans certaines familles, de personnes qui avaient entre 40 et 50 ans, des hommes principalement, et qui se sont retrouvés aux soins intensifs du jour au lendemain parce qu'ils avaient des comorbidités qu'ils ignoraient. Et donc, voilà, et qui n'étaient pas passés par la vaccination. Mais donc, ce qui était intéressant, c'est de comprendre, parce que la vaccination, c'est une chose, mais c'est tout l'accès à la santé. On a à Bruxelles, par exemple, 40% de la population qui n'a pas de médecin généraliste, c'est pas rien quand même. Et donc, tout ce lien, en fait, entre non-accès à la santé et démocratie. Et en fait, on s'est aussi rendu compte que
Donc, les institutions publiques se sont éloignées des citoyens avec la digitalisation, et ça avait déjà bien commencé avant la crise du Covid. Mais aujourd'hui, l'associatif, qui est un maillon essentiel de notre démocratie, est aussi acculé derrière des bureaux, en fait, sont devenus des sous-administrations. Étant donné que les administrations deviennent difficilement accessibles, qui s'occupent de créer des QR codes, de remplir les formulaires, d'accompagner les personnes, ce sont les travailleurs sociaux. Mais les travailleurs sociaux dont je parle, à la base, ils sont plutôt là pour ce que j'appelle les solidarités chaudes, la cohésion sociale, sortir de leurs murs, aller chercher les gens là où ils sont, euh, faire du travail collectif et communautaire dans les quartiers. Et en fait, aujourd'hui, ils sont empêchés de ça parce qu'ils doivent aider les personnes à faire des démarches qui sont non seulement de plus en plus complexes en termes administratifs, et en plus de plus en plus complexes en termes numériques. Alors, il n'y a pas simplement l'accès au numérique, hein, je suis sûre que là, vous et nous, on a tous un jour mangé notre ordinateur parce que nous n'arrivions pas à remplir un formulaire, parce que vous devez décocher une case et puis la recocher pour pouvoir soumettre le formulaire. Enfin, il y a des absurdités encore énormes. Et donc, on a des travailleurs sociaux qui sont aujourd'hui devenus des sous-administrations. Et donc, aujourd'hui, plus personne pour s'occuper des solidarités chaudes, qui sont un maillon essentiel de nos démocraties. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des services publics qui s'éloignaient, on a vu des communes qui, pour moi, c'est vraiment le plus bas niveau de la démocratie, hein, c'est nos autorités locales qui étaient en peine de toucher leur public. Moi, j'ai été en contact avec beaucoup d'autorités, beaucoup de communes pendant la crise du Covid, et il y a des territoires dans lesquels les communes ne vont plus. Je pense par exemple au quartier nord. On discutait de la manière dont la commune avait organisé des dispositifs pour permettre aux personnes qui le souhaitent de se vacciner dans le quartier nord. Eh bien, la commune m'a dit le quartier nord, on n'y va plus. Euh, et, et à mon grand étonnement, mais en fait, c'est parce qu'ils n'en ont pas les moyens. On sait aussi comme les autorités locales sont fragilisées aujourd'hui. Et donc, c'est des territoires qui sont aujourd'hui gérés par l'humanitaire. Donc, c'était Médecins du Monde qui allait s'occuper de la vaccination dans ce territoire-là. Ce qui, voilà, ce que je trouve assez inquiétant, en fait, en termes de démocratie. Et donc, tout le monde semble s'inquiéter de la crise démocratique, mais tout ce qui est mis en place va à l'envers de ces crises démocratiques. Par exemple, la digitalisation des services publics. Et c'est qu'un exemple, la fragilisation des autorités locales, la complexification de l'associatif, etc. La fragilisation de l'associatif. Et donc voilà, la question c'est, on voit que cet enjeu est énorme, on le voit encore plus aujourd'hui avec la crise de l'extrême droite, les pronostics qui arrivent en termes de vote. Et alors peut-être, et ça vous concerne peut-être un peu plus, mais j'imagine que vous en avez peut-être déjà beaucoup entendu parler, et si vous avez entendu ou lu Fatima Wassak, vous êtes plus qu'informé. Mais ce qu'on voit, nous, très très fort aussi sur le terrain, c'est cette nouvelle, il y a une fracture socio-économique, une fracture sociale, mais aujourd'hui il y a une fracture écologique très très forte. Et on a d'un côté les publics, en tout cas comme moi, qui sont en capacité d'avoir un vélo électrique pour mettre ses enfants, des panneaux solaires sur le toit de mon habitat groupé, une capacité d'accéder au magasin bio du coin, etc. Donc j'ai tous les apparats quelque part de la personne très très consciente de la crise écologique. Mes voisins dans ma rue à Scarbeck qui n'ont pas ces apparats, mais en fait consomment beaucoup moins que moi d'ailleurs, mais se sentent en fait totalement stigmatisés parce que pas du tout dans le train en fait de ce mouvement qui est en train de se mettre en place autour de ceux qui sont conscients et ceux qui ne le seraient pas. Je ne sais pas si vous connaissez Mathilde Touba, qui est une historienne de l'Université de Lille qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, et de la question de comment est-ce qu'on rationne en période de pénurie, et qui disait que en fait il y a quelque part une injustice parce que vous avez beau être très 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 conscient de la crise écologique, euh, ce qui détermine votre empreinte, c'est votre niveau socio-économique. Et donc, on a toutes les études montrent que des personnes très très conscientes de la crise écologique finalement consomment quand même beaucoup plus que des personnes à faible revenu qui ne sont pas du tout intéressées par la question parce que leurs préoccupations sont par exemple ailleurs, mais qui en fait de toute façon consommeront beaucoup beaucoup moins que vous et moi parce qu'elles ne se déplacent pas en vacances, parce que vivent dans des espaces tout petits,
enfin même en termes de mobilité, la distance qu'ils font les semaines, les week-ends, etc. Et donc, euh, et donc c'est une injustice qui est assez forte, d'autant plus que ces personnes sont souvent, comme le dit Fatima Wassak, amenées à fréquenter les supermarchés à bas prix qui sont aujourd'hui fort stigmatisés, et à raison, hein, parce qu'ils n'ont pas accès à autre chose. Et parfois même, ce sont eux qui y travaillent, hein. Donc, ils sont obligés d'être complices de ce système qui est dénoncé par ailleurs, le système de malbouffe, d'exploitation, de supermarchés, de l'agro-industrie, etc. Et donc, on voit aujourd'hui cette nouvelle fracture, hein, entre un public très avisé et qui, comme je le dis, a tous les apparats du conscient écologique, et les autres qui n'ont aucun apparat, mais qui en fait consomment de toute façon beaucoup moins. Et donc, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour réunir ces deux questions? Et j'ai envie de dire, c'est étant donné qu'on est un peu dans le même bateau, ça veut dire que, comme je le dis, le traitement des questions sociales et des questions environnementales, le traitement des questions du soin des habitants et de la planète est à la même enseigne. Et donc, euh, et donc, sur base de tous ces constats, on a mis en place en octobre 2023 à l'Éden, à Charleroi, une rencontre entre les acteurs du social et les acteurs de l'environnement, mais vraiment à toute petite échelle. Donc, on a picoré une vingtaine de personnes qu'on a choisies. Alors, en partant de l'idée qu'on a des acteurs du social qui sont très connectés aux personnes sur les territoires, mais qui sont très dociles vis-à-vis de ce qu'on leur fait subir. Quand je dis très docile, c'est que ce qu'ils voient au quotidien est innommable. La manière dont ils sont parfois traités, à devoir passer plus de temps à rendre des comptes pour des petits subsides absurdes, à devoir passer plus de temps à remplir des tableaux Excel, à faire des rapports, etc., qu'à être avec les gens. Euh, on les met dans des situations pas possibles. En région Wallonne, pour vous donner un petit exemple, les salaires des travailleurs sociaux des services associatifs sont couverts à 70%. Donc, on a dans les services associatifs généralistes, hein, je parle de première ligne, des directeurs qui passent leur temps à organiser des messes de Noël, des kermesses au boudin, des concerts, des ventes de je ne sais quoi, qui du coup, en fait, ne s'occupent pas de leur équipe parce qu'ils sont occupés à gérer la survie financière de leur association. Et on voit des burn-out en série comme ça, nous, depuis 15 ans, on regarde ça. Et, euh, et on voit bien que la capacité, du coup, à résister, la capacité à s'opposer, est beaucoup plus faible que des acteurs de l'environnement. Alors, enfin, évidemment, à un extrême de la ligne, il y a les soulèvements de la terre, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, on avait invité, entre autres, les soulèvements de la terre, mais beaucoup d'autres acteurs qui sont peut-être moins connectés aux personnes les plus précaires, mais qui sont un peu plus armés en termes de résistance et de désobéissance que le secteur social. Et donc, on s'est dit que bah, les uns et les autres avaient à s'inspirer. Et donc, on a organisé cette rencontre qui était fort intéressante à Charleroi. Et on en est ressorti avec 4 lignes de force. Alors, la première, c'était en effet de euh, être beaucoup plus désobéissant du côté du social en termes de reporting. Ça veut dire de refuser le fait, c'est presque une question, je dis syndicale, mais de refuser le fait de donner plus de temps au-dessus qu'en dessous. Et de s'allier, en fait, il y a même des personnes dans nos administrations qui souffrent énormément d'être mis à cette enseigne-là, qui reçoivent des rapports à l'appel et qui ne savent pas quoi en faire, qui n'ont pas le temps de les lire, qui eux-mêmes disent que ce n'est plus une manière aujourd'hui d'être là aux côtés des associations, mais voilà, faute peut-être de propositions alternatives. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vraiment travailler à ça en étant dans une force de proposition. Ça veut dire, voilà ce qu'on ne veut plus, remplir des rapports inutiles qui ne servent à rien et qui servent en plus à rien aux administrations, mais de s'allier aussi à quelques dissidents des administrations pour réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut à la fois rendre des comptes pour les moyens qu'on reçoit, tout en le faisant de manière la plus intelligente possible. Ça veut dire d'une manière qui nous serve à nous,
qui permettent aux gens dans les administrations de se sentir utiles, de trouver leur place euh, et de faire face à l'enjeu le plus énorme aujourd'hui, en tout cas sur la question sociale, c'est qu'on voit que les travailleurs sont dans des situations de telle souffrance parfois même, on voit bien que ça devient difficile pour eux de rester du côté des gens. J'en dis juste quelques mots, mais quand je dis du côté des gens, alors c'est assez flagrant du côté des CPS, hein. Vous savez que dans les CPS, les conditions de travail, et quand je dis les conditions de travail, c'est au sens large, hein, ça veut dire le nombre de dossiers à gérer, le nombre de fonds à maîtriser, mais aussi en fait, la teneur du travail, hein. On a quand même, le fédéral a analysé que les travailleurs sociaux de CPS passent 80% de leur temps à faire de l'administratif et 20% à aller être à la rencontre des gens. Alors, quand vous faites des études d'assistant social, c'est généralement pas pour être assistant administratif. Et donc, il y a une réelle frustration en fait, de la part des travailleurs qui souvent, et ça, Thomas Coutreau l'explique bien, souvent finit par se retourner contre les gens. Il est plus facile de se dire que la personne qui est dans votre bureau finit par être responsable de sa situation parce que vous êtes dans une impuissance de lui offrir des réponses que d'aller trouver votre chef ou d'aller trouver les ministres en disant que ce qui arrive à ces gens est tout à fait indécent. Et ça, c'est vraiment un mécanisme qu'on voit beaucoup. Et du coup, on voit que plus les travailleurs sont dans des situations de travail de souffrance, plus ils finissent par se mettre contre les gens. Et je dirais pas que, je dirais, non, je n'oserais pas dire que, que ça me fait peur au niveau des votes, mais en tout cas, c'est sûr que si la maltraitance des personnes les plus fragiles arrive même dans l'associatif, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ça nous fait très très peur pour demain, parce que ça veut dire que on a deux colères qui se rencontrent, la colère des gens qui ne se sont pas considérés par nos États, puis la colère des travailleurs sociaux, et ça, c'est jamais bon pour nos démocraties. Euh, et donc, on s'est dit que là, il y avait un enjeu très, très important à pouvoir récupérer du temps utile, parce que quand je dis des travailleurs qui passent plus de temps à rendre des comptes en haut, ben, c'est tout du temps qu'ils n'ont pas avec les gens, c'est tout du temps qu'ils n'ont pas pour s'inspirer, pour réfléchir, Et donc, la question numéro un, c'était si on veut que le social puisse vraiment prendre en compte et s'atteler aux questions écologiques sur les territoires, il faut qu'il récupère du temps et il faut qu'il se défatigue. Et ça, c'était une des manières. Donc, la question de rééquilibrer le temps vers le haut et le temps vers le bas. Une deuxième recommandation qui nous a été soufflée aussi par les soulèvements de la Terre, c'était peut-être de passer moins de temps à parler ensemble pour se mettre d'accord et plus de temps à agir ensemble. Alors je dis ça parce qu'il existe plein de cénacles de coalitions, de groupements, etc., d'acteurs du social, de la santé, des questions permanentes, du climat, qui passent du temps à se raconter et à chercher à être d'accord, hein, pour faire des fronts communs, etc. Et parfois, en fait, on va du coup pas plus loin que ça. Ça veut dire qu'on passe du temps dans l'entre-soi à chercher à être d'accord sur tout avant d'agir. Et puis, comme on n'arrive jamais à être d'accord sur tout, finalement, ça s'essouffle et on n'agit pas. Et donc, les soulèvements de la Terre ont une référence qui est une réunion, une action. Ils nous expliquaient à quel point ils se sont beaucoup essoufflés entre des groupes véganes et des agriculteurs à essayer de se mettre d'accord sur tous les pans du rapport à l'animal, etc. Et qu'en fait, ils se sont rendus compte que ils étaient en tous les cas d'accord sur le fait qu'il fallait agir sur les méga-bassines et que le reste n'avait pas d'importance. Et que donc, ils ont pris le pli de se donner comme mantra une réunion, une action. Et c'est aussi un mantra qu'on a envie de se donner. Et on pense d'ailleurs que on devient beaucoup plus complice en agissant ensemble qu'en parlant ensemble. Et donc ça, c'était une deuxième recommandation. Une troisième recommandation, c'était la disproportion d'action. Alors quand je dis la disproportion d'action, c'est se mettre à très 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 nombreux sur des choses qui peuvent paraître peu importantes, comme le relogement d'une famille, par exemple, expulsée d'un logement social. Généralement, il y a un travailleur social à bout de souffle qui essaye un vendredi soir de passer des coups de fil pour essayer de reloger cette famille.
Or, symboliquement, c'est parfois très, très important de gagner des batailles. Et pour gagner des batailles, il faut être très, très, très nombreux et agir à tous les niveaux et faire beaucoup de bruit. Et en gagnant une bataille autour d'une situation concrète, ça permet parfois de tirer des enseignements pour d'autres situations concrètes et peut-être pour des systèmes. Euh, voilà. Et donc, ça, on a déjà. Je vous donne un petit exemple d'une disproportion d'action qu'on a fait avec les acteurs de ce qui nous arrive récemment. Il y a sur le territoire d'Anderlu, donc Anderlu qui est à côté de Charleroi, c'est un désert associatif total, il n'y a rien et il y a beaucoup de précarité. Et donc, il y a des habitants en fait, d'Anderlu, il s'avère que c'est un zadiste et un ancien gilet jaune, qui ont, en fait, qui ont constaté qu'il y avait un bâtiment qui était vide, l'ancienne poste, qui était assez grand, qui appartenait à la commune et qui était fermé et inoccupé. Et il y avait en même temps sur les territoires beaucoup de gens qui étaient à la recherche de logement, entre autres des femmes victimes de violences, des personnes sans papier, enfin voilà, toute une série de personnes. Et donc, ils ont décidé d'arrêter de revendiquer et ils ont réouvert cette ancienne poste. Ils ont mis un grand panneau, ils ont écrit Hôtel du Peuple. Après quelques travaux avec des copains manuels, etc., il s'est maintenant devenu un centre d'hébergement qui n'est pas agréé, qui n'a pas de reconnaissance. On sait que ce genre d'agrément, à mon avis, dure à minima 3 ans. Et donc, en attendant, ils ont décidé d'y loger des personnes, de faire de l'aide alimentaire. Du coup, il y a une institutrice de l'école d'Anderlu qui, elle, a constaté qu'il manquait une école de devoirs et qui a installé une école de devoirs là. Et donc, en fait, ce lieu vit. Il est tout à fait illégal, mais il est essentiel pour les gens. Et donc, mais il est tout le temps menacé d'expulsion par la commune. Et donc, on a été à pas mal d'acteurs, à la fois des universitaires qui travaillent sur les questions sociales, environnementales, de logement, donc à la fois des universitaires de l'ULB, de l'UCL, des acteurs de terrain, des institutions comme la Fédération des services sociaux. On a été travailler tout un week-end pour donner un coup de main, pour retaper les lieux, ce qui était une manière aussi de légitimer l'existence de ce lieu. Et voilà, c'était une toute petite action, mais qui symboliquement et pratiquement risque d'avoir des effets parce que ça montre aussi comment ce projet est légitimé, parce qu'il est important et utile pour les gens, et qu'on se rend compte qu'en fait, la plupart du temps, d'ailleurs, on l'a vu avec les inondations, quand il y a une catastrophe sociale, on l'a vu avec l'Ukraine, etc., les citoyens, généralement, sont premiers. Ça veut dire que avant que le gouvernement, les administrations, les politiques se mettent en route pour faire quelque chose, en fait, les citoyens sont déjà là depuis un certain temps. On a vu avec la crise de l'Ukraine, comme les citoyens n'ont pas entendu, et on l'a vu avec la plateforme citoyenne, on le voit dans plein de situations. Euh, et donc, on a aussi envie de montrer comment il est utile de suivre les citoyens, parce que, et on l'a vu pendant la crise du Covid aussi, évidemment, comme les citoyens montrent souvent le chemin, et que ce qu'on demande aux politiques, c'est de suivre et le plus vite possible, mais c'est une manière, une reconnaissance pour ce que les citoyens font de leurs bras, de leur tête, de leur temps pour les combats d'aujourd'hui. Donc ça, c'était la troisième recommandation, c'est la disproportion d'action. Et je regarde ma collègue pour savoir quelle est la quatrième. Ah voilà. C'est de ne pas hiérarchiser non plus les méthodes d'action. Ça veut dire qu'il n'y a pas une qui est plus importante que l'autre, mais par contre, elles sont toutes importantes. Ça veut dire, et c'est des discussions qu'on a ici en interne à la Fédération des services sociaux, est-ce qu'on arrête de faire des mémorandums? Est-ce qu'on arrête d'aller voir les cabinets, les politiques, etc. Non, évidemment, on n'arrête pas, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant comme méthode d'action parce qu'elle essouffle. Et donc, il faut faire un mémorandum, mais peut-être pas mettre tous les travailleurs sur le mémorandum. Il faut à la fois des mémorandums, il faut à la fois des alliances entre les gens des administrations et les gens de terrain, mais il faut aussi des actions concrètes, parce que je dis souvent, on a ces forces vives sur les territoires, on a de la créativité, on a du temps qu'on peut utiliser en partie comme bon nous le semble, et faire exister des projets qui n'existent pas encore et que personne ne nous demande de faire, ça nous semble essentiel aujourd'hui. Faire exister ce qui nous semble être les meilleures réponses pour les crises qu'on va avoir à affronter, faire exister des projets entre nous
des acteurs qui ont encore des possibilités, des marges d'action et de liberté. Ça nous semble essentiel parce qu'un projet est beaucoup plus difficile à mettre dans un tiroir qu'un mémorandum. Donc, il faut des alliances sur les territoires multiformes, multi-étages, avec les pouvoirs publics, entre associatifs, entre acteurs privés. Mais donc, il n'y a pas une méthode d'action qui est meilleure qu'une autre, mais par contre, il faut diversifier nos méthodes d'action parce que sinon, on s'essouffle. Donc, voilà où on en est après notre rencontre à Charleroi. L'idée, c'est d'aller encore plus loin pour, pour pouvoir allier les forces du social et de l'environnement sur les territoires. Je crois que j'ai encore quelques minutes de temps de parole avant d'arriver à 10h15. Donc, je vais peut-être vous donner juste un tout petit récit d'une action qu'on met en place, nous, sur les territoires et qu'on a mis en place sans qu'on nous demande de le faire et ce qui nous a permis après de la faire exister. Avant la crise du Covid, on a, avec plusieurs acteurs, mis en place ce qu'on appelle les bricots. Est-ce que des personnes dans la salle savent ce qu'est un bricot? Je ne parle pas du magasin, évidemment. Ah oui, toujours le même. Oh, ça, c'est les premiers de classe, hein, c'est insupportable. Et donc, les bricots, c'est à la fois le bureau de recherche et d'investigation des communs, euh, mais c'est aussi la brigade des réparations immédiates et collectives. Si vous tapez bricot sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, comme ceux qui nous arrivent d'ailleurs, le site est en construction, mais vous trouverez beaucoup d'infos déjà sur nos réseaux. Donc, le bricot, il part de l'idée qu'il est essentiel d'agir à l'échelle des territoires. Comme je le disais l'autre jour au Parlement européen, vu ce qui va nous tomber dessus, il y a une urgence à la fois s'allier pour préserver ce qu'on a à préserver, il y a à la fois à s'allier pour décider de ce qu'on garde et ce qu'on laisse pour pouvoir tenir demain, et il y a une urgence aussi à agir à l'échelle des petits territoires, qui est peut-être l'échelle qui nous est la plus autonome en fait. Et sur lesquels on est en capacité d'agir. Le bricot part de là, il part de l'idée qu'il faut aller trouver les gens là où ils sont, que c'est bien de tirer au sort des gens pour qu'ils viennent dans nos parlements, mais qu'il faut absolument et urgemment que la démocratie aille vers les gens et pas les gens vers la démocratie. Ça, c'est vraiment un des mantras du bricot. L'idée, c'est aussi de dire qu'il faut qu'on se solidarise entre acteurs des territoires. Surtout, c'est le contraire de la question de la concurrence, le contraire. Donc, il faut que les acteurs qui prennent soin du vivant sur les territoires se serrent les coudes et s'allient, et que pour ça, rien de tel que d'être actifs ensemble. Alors, on part d'un territoire. Le premier bricot que moi j'ai fait, c'était à Bois-du-Luc. Et donc, l'idée, c'est d'abord faire un inventaire des forces vives du territoire. Qui, sur ce territoire, a des possibilités d'action? Que ce soit quand je dis des possibilités d'action, c'est multiple. Ça veut dire le service travaux de la commune, ça veut dire la petite antenne du service social du CPS, ça peut être un comité d'habitants, un comité de citoyens, le service social, la maison de jeunes, peu importe. C'est qui a des leviers sur ce territoire. On fait un inventaire des forces vives et puis on demande à ces acteurs de nous raconter le territoire. Alors, quand j'ai le territoire, c'est généralement 5000 habitants maximum. Hein, donc, on quadrille vraiment un territoire de 5000 habitants. Et on demande à ces acteurs de nous raconter le territoire, mais on demande même de nous le raconter en faisant une marche. Je peux te demander de charger mon ordi, Marie? Ça va lâcher. Merci. En faisant une marche sur le territoire. Donc, on décide toujours dans l'action de marcher ensemble et qu'ils nous racontent les enjeux, ce qu'ils vivent, comment ça se passe. Ensuite, on leur demande de nous aider à trouver un local le plus neutre possible. Alors, quand je dis le plus neutre possible, c'est si vous faites une activité dans le local de la maison de jeunes, il n'y a que les jeunes. Si vous faites une activité dans le local de la tour de logement social, il n'y a que les gens de la tour de logement social. On est aujourd'hui dans un monde comme celui-là, donc l'idéal, c'est un vieux bistrot qui a été fermé. Et en tout cas, l'endroit le plus neutre possible. Et puis, on demande à ces forces vives de disparaître le temps du bricot qui,
On est en train de transformer la formule, mais c'est plus ou moins 3 jours. Euh, on engage des cuisiniers, on engage des logisticiens. Et la première chose, c'est qu'on réenchante le lieu. Fatima Wassak nous parle aussi de ça, de l'importance de la chaleur et de l'esthétique des lieux. Pas seulement, alors d'abord parce que ça donne envie. Je ne sais pas si vous aussi, parfois dans votre commune, on demande aux citoyens de se mobiliser un lundi soir à 19 h dans une salle à néant. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rend un peu difficile le fait de sortir de mon canapé. Donc, donner envie. La deuxième chose, c'est que l'esthétique d'un lieu, hein, il existe plein de magnifiques tiers-lieux pour les bobos, mais pour les personnes plus précaires, c'est toujours des salles à néon ou des endroits absolument vétustes. Et un lieu, vous savez à quel point ça reflète la considération qu'on vous adresse. Et donc, on donne énormément de temps pour l'esthétique du lieu. On met des fleurs, on met des nappes, etc. Et puis, Olivier Hamon nous soutient beaucoup dans cette robustesse-là. La robustesse, c'est aussi l'artisanat, c'est d'être le plus artisanal possible. Ça veut dire que on n'invite pas les gens avec des mails, ni des vidéos Instagram, ni des QR codes. On fait ce qu'on faisait avant. Ça veut dire on engage un crieur qui, les jours qui précèdent le bricot, va sonner aux portes des gens et leur donner une invitation. On a utilisé plusieurs formules, mais celle-là est celle qui fonctionne le mieux. Et on harponne les gens dans la rue, etc. Et on leur dit, voilà, pendant 3 jours, on va faire à manger. On sera ouvert du matin au soir et on va échanger sur le territoire, sur le quartier, sur les manques, sur ce qu'il y aurait. La question, la punchline, quelque part, c'est s'il y avait quelque chose à réparer, par quoi on commencerait. Et donc, on sonne à la porte des gens. Et puis, pendant 3 jours, on fait à manger, mais on ne fait pas à manger n'importe comment. On fait à manger vraiment, on sert les gens à table, on fait de la nourriture végétarienne avec du pain bio, etc. Et on explique aussi un peu aux gens qu'est-ce qu'on leur sert à manger, parce qu'on se rend compte que on a une certaine catégorie de la population qui a l'habitude de l'acidité du pain au levain, mais pas tout le monde. Et donc, voilà, c'est aussi l'occasion de leur partager ce qu'on leur donne à manger. Et on leur sert du café de bonne qualité du matin au soir. Et l'idée, c'est que les gens, donc il y a un panneau à l'extérieur hein, écrit ici, vous pouvez manger et boire gratuitement. Ici, on peut réparer. Et donc pendant 3 jours, les gens défilent. Ils peuvent rentrer, ne rien dire, s'asseoir et repartir. Ils peuvent rester la journée. Ils ne doivent pas s'inscrire. Ils ne doivent pas dire qui ils sont. Ils ne doivent pas rester un temps délimité. Ils ne doivent s'engager à rien. Enfin, ces espaces qui n'existent plus, comme je dis, très bas seuil. Et on échange avec les gens et pendant 3 jours, on récolte la parole des personnes sur la réalité du territoire. Alors, ça va être, pour reprendre l'exemple de Bois du Casier, par exemple, la plaine de jeux, qui était en bois et qui était perpétuellement démontée par les habitants pour se chauffer, parce que les gens se chauffaient au bois. Et les maires disaient que d'aller à cette plaine de jeux avec leurs enfants, qui était perpétuellement démontée, ça donnait une image terrifiante de leur quartier et de leur pauvreté, quelque part. Donc, il y avait une recommandation qui était de mettre une plaine de jeux en plastique. Ça peut être le pavé sur lequel vous trébuchez tout le temps. Il y a la question évidemment de l'accès à l'alimentation qui revient beaucoup, la question des déchets, la question des poubelles à la fois des poubelles publiques, mais aussi des sacs poubelles, du ramassage des poubelles, de la saleté, de la pollution de l'air, enfin toutes ces questions qui forment la question de l'emploi, évidemment. Et donc, mais ça peut être des choses beaucoup plus petites comme en fait, les jeunes du quartier, il n'y a plus aucune association qui propose de partir en vacances. Enfin voilà, on récolte la parole sur toute une série de sujets. La dératisation est presque le sujet qui est venu en numéro un pendant nos premiers bricots. On a fait une trentaine de bricots déjà à Bruxelles et un tout petit peu en Wallonie dans le cadre des projets Territoire zéro chômeur. Et voilà, l'idée, c'est de récolter D'abord, l'idée, c'est de toucher des personnes que plus personne ne touche, hein, ceux qui ne vont pas venir spontanément à votre consultation populaire. L'idée, c'est de récolter la parole sur ce qu'ils vivent et de redonner de la valeur à ce qui est important pour eux. Et la troisième idée, c'est de se mettre ensemble pour essayer de réparer les territoires. Ça veut dire que on sait que plus personne n'y arrive tout seul. Je parlais des autorités locales tout à l'heure, les communes, mais même la maison de jeunes, mais même le CPS, plus personne n'y arrive tout seul. Donc on récolte la parole pendant 3 jours et le dernier midi, on réinvite toutes les forces vives du territoire et les habitants qui le souhaitent et qui ont offert leur parole
et avec nos chercheurs intervenants, on restitue ce qui a été dit, ce qui est revenu le plus souvent. Enfin voilà, on essaie de restituer aux acteurs du territoire. Il y a des choses qu'ils savaient, puis il y a des choses qu'ils ne savaient pas. Et puis l'idée, c'est de dire par quoi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quelle réparation on peut prendre en charge ensemble. Il y a des choses qui, évidemment, s'adressent plutôt à la commune, mais alors, l'idée, c'est qui y va, et généralement, ça demande un peu d'acharnement, revenir, envoyer des mails, rappeler, reprendre rendez-vous avec la bourgmestre, etc. Et donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on se met en tandem sur des choses sur lesquelles, si on est tout seul, on va s'essouffler. Et parce que c'est aussi montrer aux personnes que ce qui compte pour eux compte pour nous. Et c'est de recréer une alliance entre les personnes et les acteurs du territoire. Et après, donc, avec les forces vives du territoire et les habitants, on crée ce qu'on appelle des comités des réparations et on essaye de faire le suivi. Évidemment, pas de toutes les réparations, hein, on n'est pas Dieu le Père. Et donc voilà, je terminerai par ça, c'est un exemple, mais on se rend compte à quel point il y a un monde incroyable. On arrive dans des quartiers où on connaît personne, les crieurs ne connaissent personne, on va sonner aux portes, on connaît personne. Et alors, il y a évidemment le fait d'accueillir les gens, de servir à manger, etc. Mais il arrive qu'on fasse 60, 70 couverts par jour dans un quartier voilà, où la démocratie va très mal, où les gens vont souvent très mal. Et donc, ça nous convainc que c'est une méthode utile. On aimerait d'ailleurs maintenant passer une autre échelle. Euh, et je terminerai vraiment, vraiment là-dessus. On pense que c'est un dispositif qui pourrait être mis en place de manière simultanée sur l'ensemble des territoires, peut-être dans un temps un peu plus long, par exemple 15 jours, pour récolter la parole des gens sur toutes ces questions de ce qu'on appelle la transition juste aujourd'hui. Hein. Si vous avez l'occasion de lire le rapport du Forum Transition Juste, il y a toute une série d'axes de travail qui sont exactement les thématiques que nous récoltons pendant les bricots. Et voilà, pour moi, la démocratie environnementale doit s'opérer avec une énorme urgence, mais vraiment une énorme urgence. Et donc, voilà, peut-être que l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut descendre sur les territoires pour récolter la parole des gens, à la fois de manière un peu plus longue que 3 jours, pour à la fois avoir le temps de faire le point sur où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est sur l'accès à l'alimentation, où est-ce qu'on en est sur la verdurisation, où est-ce qu'on en est sur la question de la pollution, et puis sur la question de où on va, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on doit lâcher urgemment, et d'avoir des plans qui permettent au territoire de s'approprier cette question de la transition, elle va pas s'opérationnaliser de la même manière en milieu rural, en milieu urbain, etc. Donc voilà, on a très envie de réfléchir encore plus loin parce qu'on pense qu'il y a à la fois il y a une urgence d'aller voir les gens là où ils sont, il y a une urgence de piloter la démocratie à l'échelle la plus petite possible et que c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir à un moment donné préparer peut-être les élections dans 5 ans, parce que là il est peut-être déjà un petit peu tard pour maintenant.